président, dans sa stratégie, a décidé de s'en aller avec tous. Vous savez, quelqu'un s'amusait toujours à dire chaque fois que le président prend 7 ans, il fait vieillir tous ses adversaires et tous ceux qui veulent sa place de 7 ans aussi. Donc ça fait qu'ils savent que le président est en train de les emporter. Quelqu'un a dit qu'il a bouffé leur tour. Il a bouffé leur tour. Leur tour de Ndjangui, si vous voulez. Donc ça fait que depuis 7 ans, bientôt 7 ans en 2025, il a repris un autre mandat. Il a employé une autre stratégie que beaucoup d'analystes et beaucoup de techniciens et de stratèges politiques n'ont pas vu. Le pourrissement total du pays. Je dis bien le pourrissement total du pays. C'est-à-dire le président s'est retiré de la scène politique. Il s'est muré dans un silence total. Il a profité même de son état de santé pour justifier qu'il ne fasse pas de sortie, il ne sanctionne pas, il ne prend aucun nouveau gouvernement depuis 2019. Il laisse faire. Conséquence, c'est que les gens ont vu que le lion était peut-être sur le pas de la mort et ont décidé de sortir dans la cour et de danser la danse macabre de la prise de pouvoir. Vous voyez? Affaire Covid-19, les scandales à n'en plus finir. Je ne connais pas un seul membre du gouvernement qui n'y est pas. Ils ne sont pas très nombreux de toutes les façons. Affaire Kangate, que nous connaissons, on connaît les noms, vous voyez? C'est devenu compliqué. À un certain moment même, beaucoup ont même donné le président mort pour 2022. C'est-à-dire que beaucoup savaient que le président ne traverserait pas 2022, M. Koum. D'ailleurs, je crois qu'un leader d'un parti d'opposition est sorti pour la première fois dans son meeting à Bafoussam. Il a dit 2025 ou avant. C'était en juillet 2022, souvenez-vous. 2025 ou avant. Beaucoup savaient que Biya ne traversera pas 2022 parce que son état de santé, d'ailleurs visiblement, ne permettait pas qu'on pense qu'il fallait plus loin que ça. Vous comprenez? Donc beaucoup s'échauffaient. Vous allez comprendre donc tous les scandales, Covid, Cannes et tout ce que vous pouvez imaginer, les guéguerres, et puis les trous qu'on a agrandis dans les budgets de l'État, les lignes 94, les lignes 65, c'était parce qu'on se disait, il ne sera plus là pour nous sanctionner. Alors on continue à amasser le budget de guerre et on se fédère autour des leaders dans le gouvernement, ceux qui peuvent prendre le pouvoir après lui. Comprenez bien ce que je vous dis. Voilà l'état dans lequel nous nous trouvons dans ce septennat. La conséquence, c'est que, pour mon frère Cabral, il a continué à construire son parti. A construit sa ligne politique. Ça fait que, sur la ligne politique de l'opposition, lui, il a continué à bosser. C'est-à-dire, c'est comme la cigale et la fourmi. Vous voyez, lui, il a continué à amasser pour les temps de vaches maigres, ou les temps de saison pluvieuse, ou les temps de saison sèche. Vous comprenez? C'est-à-dire 2025. Mais eux, là-bas, dans le gouvernement, ils ne peuvent pas s'apprêter comme ceux qui sont dans l'opposition. Ceux qui sont libres de leur mouvement politique, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils sont liés à Paul Biya. Quel est le ministre qui peut déclarer sa candidature pour 2025 maintenant tant que Biya est là? Il se fera rakiri. Ou alors il se ferait bousculer par ceux qui sont dans le même camp que lui. Alors la conséquence c'est quoi? Leur stratégie, c'est de tuer toute initiative politique en dehors du système RDPC. De tuer et de ralentir ou annihiler tout avantage politique que prendrait un autre acteur politique en dehors de l'appareil RDPC. C'est-à-dire que ils veulent que tout le monde soit au même niveau en 2025. C'est-à-dire que soit vous êtes sale comme eux, c'est-à-dire pour avoir piqué dans la caisse, soit alors vous n'avez pas du tout évolué en politique, ni avec votre appareil. Au cas où vous avez fait le malin, comme Cabral, qui a continué à travailler, il faut qu'on vous enlève votre appareil. Pour qu'en fait, le moment venu, qu'on dise aux Camerounais, il n'y a même personne là pour remplacer Paul Biya, à part nous. Imaginez donc, Cabral Libi, il a une ambition présidentielle assez forte. Il a construit son parti pendant tout ce temps, pendant que d'autres ont décidé de ne pas aller aux élections, par exemple. Lui, il est quand même allé aux élections. Pendant ce temps, il a continué à construire son parti. En 2025, que vous repoussiez la présidentielle, que vous la rapprochiez, il est candidat. Puisqu'en fait, il remplit les conditions de la loi constitutionnelle et de la loi électorale pour être candidat. Donc, il n'a pas ce genre de problème, vous comprenez? Tout ce qu'il lui faut, c'est de rester en vie et son appareil aussi jusqu'en 2025. Ce n'est pas, par exemple, le cas du MRC, pour parler aussi du MRC. C'est-à-dire que lui, il a refusé, le leader a refusé d'aller aux élections en 2020, et du coup, il a un problème. Si on repousse les élections, puisque ce sera le cas, on est dans le 80-20, il y a 80% de malchance pour lui qu'on repousse les élections législatives et municipales en 2026. Et donc, il aura des difficultés, parce qu'il lui faudra trouver un appareil qui a des élus pour l'investir, pour la présidentielle. C'est compliqué, nous connaissons le système. Donc, ce qui arrive au PCRN aujourd'hui, en fait, pour moi, M. Koum, rassurez-vous, est un échauffement pour ce qui arrivera au MRC.
J'aime toujours le dire. Parce que échauffement dans quel sens? Il arrivera quoi d'autre? Non, échauffement tout simplement parce que il faudra qu'on montre aux Camerounais, par exemple, ce qu'on est en train de faire au PCRN comme exemple. C'est-à-dire si on réussit à enlever le parti à mon frère, on réussit à lui enlever le parti, ce sera un jeu d'enfant pour Maurice Kamto, pour qu'on l'empêche d'aller aux élections de 2025, puisque il faudra bien qu'il n'ait pas de parti. Il faudra bien qu'il ne soit pas investi par un parti qui a des élus. Vous comprenez ce que je dis? Et il faudrait qu'il ne construise aucune coalition, puisqu'il est en train de construire une coalition avec l'aîné Nietzsche. Vous comprenez? Donc, rassurez-vous que c'est un échauffement qu'ils sont en train de faire au PCRN pour tomber sur le MRC. Vous comprenez? Pour annihiler complètement toute action politique en face de l'opposition. Et pour que finalement tout puisse se jouer au sein de l'appareil politique gouvernant. Aussi simple que ça. Et vous, quand vous regardez cela, vous avez parlé du MRC, j'ai voulu davantage insister en parlant du PCRN. Vous restez dans le cadre de jouvence, vous restez tranquille, vous observez simplement? Non, vous savez, je dis toujours aux jeunes, nous restons concentrés. C'est la formule que j'utilise toujours. Restons concentrés. Restons concentrés parce qu'en fait, le Cameroun est tout à fait simple. Nous sommes toujours dans le sujet du Sénégal. Vous savez, le Cameroun est un pays simple, mais qu'on a compliqué. Qui a compliqué? Ceux qui dirigent le Cameroun. Et Biya en premier. Simple, mais qu'on a compliqué. Le pouvoir au Cameroun se donnera comme cela a été fait en 82, avec quelques points de différence. Monsieur Koum, avec quelques points de différence. Vous savez? Ça va se passer comment? Non. De votre point de vue, de votre lecture. C'est pas de la divination. De votre analyse. C'est une analyse. L'analyse politique. 79, Aïdjo, il modifie la constitution et fait du premier ministre le successeur constitutionnel. 3 ans avant son départ. Donc, en 71, on savait déjà que c'est Biya, enfin du moins le titulaire du poste de premier ministre du temps, qui sera le successeur. Bon, cela aujourd'hui est presque impossible. Impossible. Du fait de la constitution, on sait que le successeur c'est le président du Sénat, enfin du moins l'intérimaire, qui va assurer justement la succession et puis l'organisation des élections. Ça c'est dingue, ok? Et ce qui arrive aujourd'hui, arrivait déjà Soyidjo, parce que les aînés ne racontent pas toujours toute l'histoire. En fait, les batailles de clans que nous vivons dans ce septennat existaient déjà Soyidjo depuis 78. Aïssim Voto et Bois. Tout ce monde-là bataillait déjà parce qu'eux-mêmes ils sentaient en voyant Aïdjo qu'il était exténué. Je pense même qu'il avait livré une interview, je crois, en 1976 ou 75. Où on lui parlait de son pouvoir, il disait le moment venu, il va bientôt se reposer. Donc il donnait déjà des signes. Et puis il parlait déjà aussi à ses proches. À ses proches, comme le ministre de la Défense du temps. Donc on savait déjà qu'Aïdjo, il pouvait partir. Et il y avait déjà ces batailles. D'ailleurs, la gifle au président Biya, par Aïssim Voto, quand il découvre effectivement que c'est Biya que le patron avait choisi, c'est-à-dire qu'Aïdjo avait choisi. Et il lui a passé cette gifle parce qu'il a trouvé hypocrite et poltron. Vous comprenez? C'est pour montrer l'ardeur des batailles à l'époque. C'est la même chose aujourd'hui. Vous comprenez? Dans notre landerneau. Sauf que le pouvoir au Cameroun se donnera presque dans les conditions de 82, mais avec un peu plus de malignité, avec un peu plus de ruse. C'est pour ça que j'entre toujours, je ne vais pas continuer l'analyse, sur ce point. J'entre toujours sur ce point pour dire aux jeunes, ne vous embrouillez pas. Nous irons aux urnes pour choisir le nouveau président. C'est vrai que nous voulons jeunes, mais c'est le président qui décidera du jeune qui prendra le pouvoir après lui. Vous comprenez ce que je dis? À l'époque, il y a eu un débat très fort autour du fils du président. Aujourd'hui, c'est un débat révolu? Non. Moi, on va peut-être y revenir. Mais comme je dis aux jeunes, et je le répète, soyez patients. Monsieur, comme je vous prends un cas, c'est peut-être une petite allégorie. Au Cameroun, on est un peu à l'image d'un père polygame. D'un père polygame très âgé, vous comprenez? Prenons l'âge du président, d'un père de 91 ans, ok? Qui a des enfants déjà aussi âgés, parce que quand vous avez 91 ans et que vous avez fait des enfants tôt, vous avez des enfants par exemple qui peuvent avoir 75 ans. Tout à fait. Très bien, ok? Qui ont grandi avec le papa, l'ont accompagné dans ses besoins pour construire des maisons, acheter des terrains, constituer en fait un héritage, vous comprenez? Et il savait que plus le père vieillit, plus les aînés sentent qu'en fait, la succession risque de ne pas leur revenir. Pourquoi? Non pas parce qu'ils sont âgés, mais parce qu'au fur et à mesure qu'ils ont travaillé avec leur père, ils ont parfois piqué dans la caisse,
ils l'ont parfois trahi. Et le père a fini par se rendre compte qu'il ne peut pas être de très bons successeurs. Vous comprenez? Et du coup, il commence à jeter son dévolu sur les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont dans la quarantaine. Vous comprenez? Et du coup, donc, ces aînés-là, qui sont déjà assez âgés, bloquent donc le père, finissent par l'embrigader à l'aide de leurs mères, des épouses, par exemple, les plus âgées. Vous comprenez? C'est par exemple les régions du centre. Si vous prenez la région du centre, vous prenez la région du sud, qui pensent qu'en fait, le pouvoir doit rester dans le sud, que ce doit être quelqu'un du sud. J'entre déjà dans votre sujet sur Frambia. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est les aînés, c'est les épouses là. Ça m'intéresse. Les épouses, donc qui sont en train de dire à l'époux, tu es déjà âgé, mais nous on était les premiers que tu as épousés. Et nos enfants doivent prendre ta succession. Vous comprenez? Les jeunes épouses qui ont fait des enfants, et qui aujourd'hui, dont les enfants aujourd'hui sont déjà aptes, ils sont déjà des adultes, disent à l'époux, mais attends, nous t'avons aussi apporté beaucoup de joie. Quand tu étais déjà âgé, on t'a apporté notre jeunesse. Vous voyez, nos enfants aujourd'hui ne peuvent plus accepter qu'ils soient toujours dirigés par des aînés qui tombent dessus. Notre cher époux, ils ont piqué dans la caisse, ils t'ont trahi avec tes partenaires. Ce n'est pas à eux que tu vas laisser la succession. Les plus jeunes là, ils t'ont aussi accompagné, ils ont appris de toi, ils ont les mains propres, c'est à eux que tu dois laisser le pouvoir. Vous comprenez? Ça, c'est le problème, par exemple, des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comme je dis souvent, la résolution du nord-ouest et du sud-ouest, le conflit, c'est ici à Yaoundé. Parce qu'en fait, c'est ça. Aïdjo on dirigeait avec les Mouna, tout ce que vous connaissez, les grands noms dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui ont dit non, nous tenons nos frères saxons. Or, ce n'est pas ça. Ils ont mis ces gens-là dans l'extrême pauvreté. Or, leurs enfants, avec le cacao, avec le café et tout ce que vous pouvez imaginer, ils ont envoyé leurs enfants à l'école, ce sont des médecins, des ingénieurs, mais qui sont toujours surpris que c'est les mêmes aujourd'hui. Les mêmes noms, les Mouna, les ici, les ceux qui sont toujours au pouvoir. C'est ça la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça n'a rien à voir avec ce que vous entendez, le sécessionnisme et tout ça. Sauf que la mentalité du saxon est un peu comme la mentalité du sénégalais. C'est-à-dire que l'anglais, dans sa politique d'assimilation, a laissé l'Africain colonisé, du moins dans sa stratégie, assumer son propre destin, et rien que la supervision, il l'a gardé. Vous comprenez? Ça fait qu'aujourd'hui, regarde le Nigeria, regarde le Ghana, ils ont pratiquement la même mentalité. Quand ils vous disent non, ils vous ont dit non, et ils manifestent le non. Ce n'est pas comme dans le reste de notre Afrique. C'est ça l'allégorie que je voulais vous prendre. Pour que vous compreniez la situation du jeune aujourd'hui. Donc je dis aux jeunes qu'en fait, nous sommes donc de ceux-là. À qui le vieillard de 91 ans devra laisser le pouvoir parce que il a travaillé avec les aînés, nos aînés là, ils ont les 75 ans, les 70 ans, d'autres même 84 ans, les 85 ans, même 60 ans, les 50 ans. Ils ont les mains sales. Il a vu comment ils l'ont déçu. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. On leur donne 1 milliard à gérer, ils ont tout croqué, ils ont envoyé dans les paradis fiscaux, ils ont acheté des maisons aux États-Unis et partout. Il a donc décidé de sauter la génération et de donner à la jeune génération le pouvoir. C'est pour ça que ces aînés, donc, quand on rentre dans notre allégorie de notre père de 91 ans, sont prêts à faire tout, même à faire tuer leur père. Parce qu'en fait, ils estiment que chaque fois que leur père vieillit, je vous ai dit, prend 7 ans, eux-mêmes ils vieillissent. Ce n'est pas bon pour leurs intérêts. C'est pour ça que vous voyez qu'ils font tout. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, prendre de l'argent dans la caisse, des scandales à n'en plus finir, c'est pour créer un électrochoc au président de la République, qui de même a fait céder son pauvre cœur qui est déjà vieux. Vous comprenez? C'est ça dans les familles, monsieur. Comme quand je prends cet exemple-là, vous pouvez comprendre même dans les familles ce qui se passe. Donc c'est ça aujourd'hui. Et je dis aux jeunes, nous n'allons pas céder à ce piège des aînés qui veulent en fait utiliser notre énergie de jeunes pour rentrer dans les rues et faciliter la prise de pouvoir par eux et continuer à faire et saccager l'héritage que le président nous laisse. Parce que cet héritage, c'est quoi, monsieur, comme je sors par là? Le Cameroun vit de ses impôts. Le Cameroun vit des droits de douane. Le Cameroun vit des dons. Le Cameroun vit de l'aide publique au développement. Le Cameroun n'a même pas encore touché 2% de ses ressources naturelles. Le petit pétrole qu'on extrait à Limbela, vous pensez que ça représente quoi? J'ai travaillé dans le Septentrion. Est-ce que vous savez que la même plaque pétrolière qui part du Tchad, du moins depuis le Soudan, arrive jusqu'à dans la Damawa? Quand vous allez à Poli, dans le département du Faro, Poli, le département du Faro a 2 arrondissements, Poli et Beka. Tout le sous-sol du département du Faro, c'est un très grand département. C'est des ressources à n'en plus finir. Regardez seulement la végétation là-bas. Quand il pleut, vous voyez comment les lubrifiants, vous voyez comment ça circule, comment ça sort d'où. Allez dans le Mayoré, c'est la même chose. Le parc du Faro, le parc du Mayoré, c'est des richesses à n'en plus finir. Je ne vous parle pas de l'Est. Vous comprenez? Donc, le président n'a touché à rien du tout. Et c'est cela. Il sait que
tous ceux qui ont grandi directement dans sa gestion avec lui depuis 82 et bien avant, seront là pour vendanger, puisqu'en fait, pendant qu'il a dirigé avec eux, ils n'ont fait aucun effort pour l'aider à laisser un héritage. Ce n'est pas après lui qu'ils vont façonner un héritage. Après lui, ils vont vendanger. Donc, c'est cet héritage-là qu'il veut nous laisser. Et je dis aux jeunes, restons tranquilles. Nous avons la jeunesse. Vous croyez que je peux ne plus être là en 2025. Mais eux, les jeunes seront toujours là pour se dire, le guide nous avait dit de patienter, le président doit tenir parole. Et d'ailleurs, dans tous ses discours du 11 février, depuis une vingtaine d'années, il demande à la jeunesse de patienter. De patienter. Il faut patienter. Parce qu'en fait, on a beau me dire qu'il est âgé, il ne sait plus ce qu'il fait, d'accord. Parce qu'en fait, à cet âge-là, c'est normal qu'il soit faible physiquement. Le président, je suis d'accord, il ne peut plus agir comme avant, il n'a plus la même tonicité intellectuelle, il n'a plus la même tonicité physique, cervicale qu'avant, mais il agit sur ses expériences, il agit sur sa sagesse, il agit sur son âge qui lui a fait voir des hommes, des choses, la nature, des coutumes, des traditions. Il agit sur sa parfaite connaissance du pays profond. C'est à partir de là, une petite décision suffira, M. Koum, pour que tout bascule en 2025. C'est pour ça que je sors par là en disant le pouvoir se donnera en 2025 ou après, s'il se représente, s'il décide de continuer, comme cela s'est donné en 82. Mais alors, nous restons vous faites une très belle description de la situation, d'après votre analyse, que les uns et les autres décryptent, comprennent, comparent à d'autres éléments en leur possession. Restons, bien qu'on plaide pour la cause des jeunes en Afrique aujourd'hui, restons dans la classe politique camerounaise, restons dans l'opposition. Est-ce que je devrais commencer par vous poser cette question-là? Oui, je vais me permettre. Est-ce que les partis politiques de l'opposition-là sont crédibles auprès de la population? Non, je ne vais pas être, moi je ne vais pas m'ériger en censeur ou en juge des leaders de l'opposition. Je peux vous épargner de donner la réponse à cette question et vous demander aujourd'hui comment vous vivez l'environnement politique national aujourd'hui, notamment pour ce qui est des partis politiques de l'opposition, cette agitation, ces coalitions qui se mettent en place, c'est porteur de votre point de vue? Non, c'est porteur. C'est porteur. Vous appartenez à quelle coalition? Je crois que c'est tout à fait porteur parce que vous savez, il y avait comme un endormissement depuis un bon bout de temps, je pense depuis 2011. Ouais. Et puis on a eu quelque chose de sapé en 2018 avec cette affaire de G20 qui complètement a modifié le landerneau politique et jeté davantage d'opprobre sur l'opposition. Le peuple a perdu confiance en l'opposition parce que c'est dit c'est une opposition de prébande. Parce que des individus sont levés, ont formé un G20 pour aller soutenir Paul Biya. Et puis on s'est dit c'est l'opposition du ventre, l'opposition alimentaire. Non, moi je ne vais pas porter de jugement, je pense que l'opposition bouge. Mais on parle également d'une opposition d'égoïstes. J'en viens. L'opposition bouge, monsieur Koum, l'opposition bouge. Vous faites allusion aux coalitions. Aux coalitions. Moi je respecte les coalitions. Vous savez, je respecte les coalitions. Les coalitions sont justement la preuve même que l'opposition prend conscience de plus en plus. Les leaders d'opposition prennent conscience. Le problème peut-être, avant qu'on en revienne aux coalitions, c'est encore la vieille garde de l'opposition. C'est-à-dire la vieille garde ne veut pas lâcher du lest. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas comprendre qu'elle peut aérer son jeu avec de nouvelles énergies. C'est-à-dire nous autres qui entrons, on a de nouvelles idées. Ils ne comprennent pas qu'en fait, il faut nous accepter aussi. Comprenez? La vieille garde se dit aussi peut-être qu'avec les mêmes moyens qu'avant, 1992, on peut répéter en 2025 ou en 2024 et ça passe. Non. 1992, c'est pas 2018, c'est pas 2020, c'est pas 2025. Il faut qu'ils comprennent cela. La vieille garde a aussi un autre problème, c'est celui de la jeunesse. Parce qu'on peut dire autant de Biya et ses amis qu'ils n'aiment pas les jeunes. On peut aussi dire la même chose dans l'opposition. C'est-à-dire que quand on arrive étant peut-être moins âgé dans l'opposition, on dit bon, il vient, qu'est-ce qu'il en sait? Nous, on était là avant, vous voyez. Il y a toujours un peu cette prise par l'orgueil, on nous prend par la hauteur. Et puis, bon, pour nous autres, ça ne nous dit rien. Vous savez, étant sur le terrain, j'ai dirigé par exemple des départements de plus d'1 million d'âmes. Donc j'ai vu des vertes et des pas mûres. Donc j'ai appris à passer dans les mailles de ce genre de filet. Donc ça ne me dit pas grand-chose. Mais pour d'autres, c'est frustrant. Vous comprenez, c'est frustrant. Donc il y a cela. Mais il y a quand même, au niveau de la prise de conscience, des aînés qui sont quand même compréhensifs. Qui comprennent en fait qu'il faut accepter les nouveaux. Il faut accepter de nouvelles idées. Il faut se mettre ensemble avec ceux qui arrivent.
parce que peut-être ils peuvent nous apporter de nouvelles lumières. J'entre donc dans les coalitions. Moi, j'ai rien contre les coalitions. Vous savez, d'ailleurs, les coalitions sont le signe... Vous avez été approché? Les coalitions sont le signe de la vivacité même de l'opposition et le signe du réveil même de l'opposition. Je préfère ce terme-là, le réveil. Prenons les coalitions, puisque c'est un sujet qui vous intéresse. APC, par exemple, du professeur Maurice Kamto, moi, je respecte leur approche. Vous savez, je respecte leur approche. Parce que c'est des gens honnêtes. C'est des gens honnêtes qui vous disent, nous avons notre logique, Alliance pour le changement, dont le leader est déjà déclaré. C'est Maurice Kamto. Si vous venez, c'est pour vous aligner. C'est honnête. Vraiment, c'est honnête. Moi, j'ai rien contre ça. C'est une approche comme tous les autres. Vous comprenez? Ils savent pourquoi ils l'ont fait. Ils ont fait les études et ils se sont dit peut-être, pour protéger nos ambitions, il vaut mieux qu'on aille dans ce sens. Bon, il y a l'autre qui est tenu. Bon, on dit transition. Alliance pour la transition. Bon, pour moi, j'ai pas de problème aussi là-bas. Parce que c'est aussi une approche. Il y en a qui estiment que le Cameroun est déjà un accident en lui-même. C'est-à-dire la malgestion, la malgouvernance, le marasme, donc c'est un accident. Et qu'on doit absolument aller vers une transition, c'est-à-dire un toilettage. Ils parlent même d'ailleurs de refondation. Moi, je suis tout à fait d'accord avec leur approche que je respecte. Mais le problème, c'est la logique de transition est une logique d'accident. Je ne fais que le dire toujours. C'est une logique d'accident, M. Koum. Vous ne pouvez accepter de transition que si quelque chose arrive sur le plan politique que l'on n'attendait pas. Par exemple, il y a un coup d'État. Les soldats se lèvent, ils dégagent pour Biègue et ses amis, ils les mettent à carreau. On dit, bon d'accord, puisqu'on l'a mis à carreau, est-ce que c'est le président du Sénat qui a 90 ans qui va assurer qui va organiser les élections? Non. On appelle l'opposition et on dit, entendons-nous. Comment on gère le pays jusqu'en 2025? On toilette quoi avant de remettre le pays à flot? Ça, c'est un accident, vous comprenez? Bon, il peut avoir un accident naturel. Biya peut ne plus être là, il est âgé. Vous comprenez? C'est un accident. Ça arrive. Et donc, on dit transition. On peut aussi arriver que le peuple se lève. Oui, comme on a fait au Sénégal, le peuple se lève, et puis il dit Biya, on en a assez. Oust. C'est un accident. Et donc, les forces vives du pouvoir et de l'opposition s'asseyent, on dit, comment on fait? Transition. Je peux citer des cas et des cas. La transition ne peut arriver qu'en cas d'accident. Mais la transition que ceux-là, ils ont monté, ils vous disent, on veut une transition. Transition, refondation. Moi, j'ai un problème donc à ce niveau. Vous voulez transiter sur quoi? Vous voulez la proposer à qui? Ils disent qu'ils vont ficeler un document de transition. Ils iront voir Paul Biya pour lui dire, bon voilà, monsieur le président, nous pensons qu'il faut la transition. Voilà le gouvernement de transition que nous vous proposons. Voilà les opposants qui peuvent entrer dans votre gouvernement. Vous choisirez parmi les vôtres ceux qui peuvent entrer dans le même gouvernement. On vous aide à toiletter le pays avant que vous en alliez. J'ai dit, bon, c'est aussi une approche que je respecte, M. Koum. Vous comprenez? Mais vous valez quoi? Vous valez quoi pour imposer une transition à un régime qui tient l'Assemblée nationale, qui tient le Sénat, qui tient le pays de partout, et donc qui n'a même pas besoin de vous, qui vous méprise même. Quand en 2018, il faut m'aller chercher un opposant, c'est dans les gens qui viennent les encenser, dans le G20. Vous comprenez? Alors, moi, je suis donc dans une autre logique. L'opposition unie et solidaire, Opus. C'est un travail que nous faisons depuis 2 années, M. Koum, dans le silence. C'est vrai que j'en parle, les gens disent toujours, ah, il en parle, mais c'est comme ça. Moi, je ne fais pas de bruit. C'est peut-être une tare de mon métier. Mais je suis avec des aînés qui ont accepté. Est-ce que vous n'avez pas commencé ce travail avec certains qui sont dans ces... J'en viens. Opposition unie et solidaire, parce qu'en fait, d'ailleurs, le nom en dit long, M. Koum. La différence, c'est quoi? C'est-à-dire que pour que nous soyons une force, il faut d'abord que nous soyons unis. Vous comprenez, monsieur? Vous allez vous unir avec qui? Que nous soyons d'abord unis. Unis au moins dans nos points communs. Monsieur Koum, notre point commun, c'est la recherche du changement, non? La conquête du pouvoir, non? Chasser le régime en place, non? C'est déjà ça. Nous nous mettons d'abord ensemble. Donc nous unissons nos forces. Nous faisons l'analyse de nos faiblesses. C'est ça d'abord, union. C'est un projet assez costaud. On ne va pas s'éterniser dessus. Et ensuite, être solidaire dans nos actions. Ça veut dire que si le parti de M. Koum est en difficulté à tel endroit, nous tous nous virons là-bas pour le soutenir. C'est la moindre des choses. On parlait par exemple du PCRN. Oui. Le voilà en difficulté, mon frère qui est en difficulté. Et il est seul dans ces problèmes. Je sais qu'il est dans la logique de transition. Mais qui de la transition a osé le soutenir depuis? Qui de la transition? Qui dans sa logique de transition a osé le soutenir?
Parce que c'est aussi ça la solidarité de l'opposition. Parce que tout le monde pense en fait que tous les soutiens ne sont pas déclarés. Non, son tour est arrivé. Les soutiens ne sont pas déclarés. Comment, monsieur Koum? Est-ce que vous êtes dans le gouvernement pour dire que vous allez appeler Biyalani pour qu'il appelle à Tangandji, le ministre de l'administration territoriale, pour lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire? Vous n'êtes plus, à moins que vous ayez changé d'épaule. Non, je crois que c'est ça la difficulté. Donc il est question pour nous de travailler depuis 2 années. Et dans les 2 années, nous avons commencé à travailler avec l'aîné Jokam Tchameni, l'aîné Asigana, Madame Marie-Thérèse Otabela, l'aîné Sosten Foula qui est au Canada. On est une trentaine de partis, de leaders de partis. On a commencé en juillet 2022, je peux me tromper sur le mois. Vous comprenez? Et on s'était donné cette tâche-là. Et on a travaillé de bout en bout. Bon, moi j'étais surpris de voir que en janvier, une logique de transition se balade et puis on commence. Moi j'ai dit, moi je ne peux pas entrer dans cette logique. Parce que c'est comme si nous avions déjà entrevu qu'il y aura un coup d'État au Cameroun et on a décidé de préparer une transition. On ne peut pas préparer une transition alors que le chef est là. Il y a quelqu'un à la tête de l'État. C'est vrai que tout va mal dans le pays. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans cette affaire? Ce soir, vous êtes Quand on entre, M. Koum, dans une transition, bien vous avez déjà vu que Biya va mourir avant 2025 et vous vous préparez déjà à la transition. Vous avez vu que l'armée va prendre le pouvoir. Ou bien vous avez vu que le peuple... Vous avez vous-même essayé d'expliquer cette transition tout à l'heure, aucun de ces éléments n'y était. Ben oui, c'est pour ça donc que je dis que moi, je ne peux pas entrer dans cette logique de transition parce que j'estime qu'elle est limitée. Nous sommes dans une logique, M. Koum, d'alternance politique, dans laquelle il y a un sous-projet de transition, c'est-à-dire au cas où, dans le projet de changement total du Cameroun, de refondation, je leur emprunte leur mot, du Cameroun, il arrive un accident, voici ce qu'on pourrait faire. Donc là, le projet de transition ne peut pas être le projet phare, le projet principal de l'opposition. C'est-à-dire que vous basez votre prise de pouvoir sur un accident politique hypothétique qui pourrait arriver. Et donc s'il n'arrive pas avant 2025, vous faites comment? Vous allez avec un projet de transition pour 2025? On le base aussi sur la possibilité de gagner les élections et puis de dire qu'on remet tout à plat. Non, vous gagnez donc les élections sur un élément de transition comment? Allons-y même sur votre logique. Possibilité de gagner les élections. Non, je suis très content que vous ayez même pris cet élément-là. C'est-à-dire qu'on dit au peuple camerounais que si nous prenons le pouvoir, alors nous prenons 2 à 3 ans. Parce que c'est ça le discours pour refonder le pays. Attendez, on n'est pas dans un rêve, Monsieur Koum. Est-ce que vous avez des garanties que celui qui prendra d'ailleurs, comment vous faites d'abord pour vous entendre sur celui qui va prendre le pouvoir? Du coup, vous déclarez que les égoïsmes... Deux. Et quand même bien il prend le pouvoir, avec quelle constitution? Vous pensez qu'il prendra le pouvoir avec la constitution actuelle qui dit que lui, là, c'est 7 ans de mandat. Alors, vous lui dites, quand vous prendrez le pouvoir, Monsieur Koum, je prends votre exemple, vous savez qu'on est dans un projet de transition. Abrégez votre mandat de 7 ans. Vous restez dans les 2-3 ans pour qu'on refonde tout. Et après, vous ne vous représentez plus. Vous trouvez ça réaliste? Ça veut dire que quand je vous écoute, vous dites que finalement, on peut arriver à un scénario où il faudrait qu'il y ait un candidat fort qui se présente et qui doit gagner. Le RDPC en face et son candidat. Cela est-il possible au Cameroun? Cela est possible. Qu'un candidat? Cela est possible. C'est pour ça que j'ai dit je respecte davantage l'approche du MRC. C'est-à-dire de l'APC. C'est-à-dire qu'ils ont un problème. Ils ont un problème, c'est que voici le candidat de l'alliance ou de la coalition. Si vous venez avec nous, vous vous alignez. C'est ça la seule difficulté. Hein. Mais eux, ils veulent l'alternance. Ils ne veulent pas l'alternative. Mais c'est quand même une forme de changement. Vous comprenez? Mais c'est une approche honnête. Mais je viens de décrypter l'autre approche de transition. Vous comprenez? Donc, mais pour moi... La vôtre que vous présentez, ça fait autant d'oppositions qui se présentent. Est-ce que finalement, ce n'est pas déjà une opposition qui est fragilisée avant que le combat? Non, l'opposition n'est pas fragilisée parce que nous sommes dans la logique où... Avec ces différentes divisions-là? Non, nous sommes dans la logique où nous sommes au départ de plusieurs initiatives, vous comprenez? Le temps fera son jeu, vous comprenez? Le temps, là, vous l'avez... Il peut arriver que la transition, le projet de transition, il soit mûri et que peut-être il se rende compte que ça ne peut pas prospérer. Vous comprenez? Il peut aussi arriver que le nôtre, opposition unie, qu'on y arrive et qu'on se dise ça ne peut pas prospérer. Et que peut-être c'est le projet de Maurice Kamto. Je prends un exemple, ok? Il faudra à ce moment-là que nous soyons honnêtes et suffisamment éthiques. Vous êtes pour pouvoir nous aligner. Vous êtes sur ce plateau au nom du changement. Est-ce que celui qui pense que dans votre analyse ce soir, vous semblez donner plus de crédit au projet de l'APC qu'à toute autre organisation? Je vous ai donné les raisons. Je vous ai donné les raisons. Le seul problème du projet APC, c'est qu'il vous impose, avant de venir vers eux, un candidat déjà prédestiné. Vous comprenez? À la candidature de 2025. Vous dites que c'est honnête. C'est honnête. Quand quelqu'un vient vers vous, il vous dit... Mais sur le plan de la démarche, est-ce que